Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur D8. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Ce soir, je poursuis pour vous la lecture d'une œuvre de l'auteur Jules Renard qui s'intitule Les Cornifleurs, un roman publié en 1892 qui nous raconte l'histoire d'un personnage assez opportuniste, décrit comme un parasite, qui s'appelle Henri et qui va parvenir à berner une famille de bourgeois en vacances en Normandie, plus précisément au bord de la Manche. Il s'agit de la famille Vernet. Alors, vous verrez comment il va réussir à parvenir à ses fins et aussi de quelle manière il va s'y prendre pour justement entourlouper cette famille richissime. Je ne vous en dis pas plus puisque on poursuit tout de suite la lecture. Mais avant cela, n'oubliez pas de réagir dès à présent sur l'émission en tapant le hashtag VBN pour vos avis, vos commentaires, vos questions, vos impressions sur l'émission. Ça s'affiche juste là en bas de votre écran. Mais pour l'heure, eh bien, place à la lecture. Très belle nuit à toutes et à tous sur D8. Ils s'arrêtent, tous, crachent, dit « J'ai avalé de travers » et prend ses dispositions à côté du pêcheur Cruz. Le buste hors du bateau, la figure fouettée d'embrun au choc des lames, prêt à tomber et bon à noyer. C'est la débâcle des estomacs. Le bateau bondit, se cabre d'un coup de barre. Cruz donne debout dans une vague qui retombe, pluie fine, mordante, acidulée, et bénit notre agonie. Le bateau conduit à leur dernière demeure des moribonds ramassés ça et là. Nous roulons de bâbord à tribord, nos têtes décolorées. Quand je heurte Madame Vernet, « Pauvre amie, lui dis-je », elle me répond, « Pauvre amie ». Et nous repartons chacun en tête d'un coin de terre ferme. Le marin de Cruz, larguant une voile, meurtrit nos pieds, puis sur notre invitation, tous les deux se mettent à manger. Il nous semble que c'est nous qu'on gave de nourriture à coups de pilon dans la gorge sur notre cœur qui se gonfle et étouffe. Dites, Cruz, sommes-nous loin du port ? Dame, monsieur Vernet, j'avons vent debout, j'avons pas vent derrière. Mon brave Cruz, n'allons-nous pas bientôt rentrer ? Oh, si, j'étions attachés au cul d'une vapeur, j'en aurions à peine pour 1 heure ou le quart moins d'1 heure. Mon bon papa Cruz, serons-nous arrivés avant la nuit ? Mais, ma chère petite dame, bien sûr que oui, si j'avions pas le courant contre nous. Renversant nos têtes lourdes de métal, nous apercevons le phare et sa lanterne incendiés par le soleil couchant. Il est là, tout près, le phare. Il suffirait d'allonger le bras pour s'y cramponner. Mais la nuit vient, le soleil disparu, le phare allume sa lanterne, et entre nous et lui, la distance reste la même. Nous renonçons au port, et nos mots un peu calmés, nous entrons dans une vie de songe. Une demi-nuit nous enveloppe. Les lueurs du falot illuminent la voile et le bateau soulève par gerbes les fleurs de feu de la mer. On n'entend que le bruit du flot, ce bruit d'un tapis qu'on secoue et les mâchoires des 2 marins qui mangent accroupis sur les paniers de provisions et les bouteilles. Les membres cotonneux, nous ne savons plus. Il nous serait égal de mourir. J'en ai guère pour 1 heure, dit parfois le pêcheur Cruz. Et longtemps, un siècle après, il ajoute. Oui, je crois que dans 1 heure, 1 heure et demie, le port ne sera pas loin. Qu'est-ce que cela nous fait ? Qui nous laisse sommeiller, perdre conscience ? J'ai un puits creusé dans le corps et je me tiens de toute ma force, immobile. J'ai rencontré dans l'ombre des couvertures la main de Madame Vernet et je la garde. Elle est toute petite, sans frémissement. Elle est comme morte. Bordée par bordée, Cruz avance tout de même. Sa voix lointaine nous renseigne. Un peu de plus, je vous jetai sur les rochers. Il cherche à mettre en place les feux du port qui doivent nous regarder comme des yeux de chat. Il faudra un treuil pour nous déposer à terre. Quand le bateau se cogne à la cale, c'est une grande surprise. Je veux aider Madame Vernet à se relever, mais cette main que je tenais est celle de Marguerite. Je m'étonnerai plus tard. Nous prenons possession du sol comme des conquérants ivres. À une autre fois. Oui, à une autre fois, car nous recommencerons. Il faut en finir à la fin.
toute tangente, comme un mouton qui a un ver dans la tête, Madame Vernet monte en peignoir à ma chambre. « Avez-vous bien dormi ?» dit Henri. « Monsieur Vernet n'a fait que gigoter, et je suis comme s'il m'avait battu. »« Le mal de mer réconcilierait les chairs les plus ennemies, » dit Henri. « Car nous nous disputons, amants véritables, pour bien nous prouver notre amour. Une fois, j'ai tiré la targuette de la porte et je n'ai ouvert qu'après 3 appels coulés dans la serrure. Une autre fois, il m'a fallu lui demander longtemps. « Mais qu'avez-vous ? Qu'avez-vous » Elle ne me répondait pas. Elle regardait au loin par l'œil de bœuf, sorte de statue de la bouderie en négligé du matin. Nous nous devenons insupportables. Notre contrainte nous exaspère. Madame Vernet a assez joué à la muse. J'ai suffisamment apprécié l'excellence de son âme. D'abord, dis-je, moi, je ne travaille plus. Madame Vernet, suis-je une femme frivole? Et pensez-vous que cette situation ne me soit pas aussi pénible qu'à vous? Je vous aime, je vous l'ai avoué, et je vous le redis. Henri. Eh bien, prouvez-le-moi. Ne vous ai-je pas accordé un assez long sursis? Jusqu'à quand ferez-vous la fleur qui se referme quand on la touche? Est-ce pour donner plus de prix à vos faveurs que vous les économisez avec lardrerie? Vieux jeu, ça, madame. La peur de perdre vous fait tricher. Madame Vernet, ne commencez pas à mettre votre malice en calembour. Je vous ai dit, à Paris, je n'ai qu'une parole. Elle a raison. Elle ne peut pas tomber là, en fille, sur une chaise. La chute d'une femme comme elle exige des préparatifs, un cadre, plus de sécurité, la certitude que nous pourrons tranquillement réparer le désordre de notre toilette. Je m'entête pour la forme, je lui montre une feuille de papier blanc sur ma table. Henri, elle est là depuis 8 jours, ma plume me paraît lourde comme un instrument de travail, et vous m'avez mis dans un tel état nerveux que j'ai perdu le goût des belles lectures. Madame Vernet, c'est ce qui me désespère. Dieu m'est témoin que je ferai à l'instant, s'il le fallait, si c'était une chose possible, le sacrifice de mon triste honneur pour vous sauver. Je vous le déclare sans rougir, je me livrerai sans hésiter. Quand je vous vois arrêté dans votre œuvre par ma faute, je cherche, oui, je voudrais trouver l'oreiller où pourront se poser nos 2 têtes. L'oreiller où pourront se poser nos 2 têtes? J'incline la mienne sur son épaule. Mais vous m'aimez donc? Pas comme tu crois. Nous balançons, nous soutenant l'un l'autre et poursuivis jusque dans mes expansions par l'esprit du cabotinage. Je remarque dans un vieux morceau de miroir pendu à une planche l'effet de notre couple. J'ai la joue collée au cou puissant de Madame Vernet et le nez dans l'ouverture de son peignoir. Je vous crois, dis-je, et j'attendrai, mais au moins, donne-moi tes lèvres. Tiens, tiens, vite, dit-elle aux écoutes. C'est une religieuse qui embrasse son coussin à travers une grille dans un parloir. Toujours prudente, elle a entrouvert la porte. Je ne me presse pas et je prends, j'aspire ma poitrine dans la sienne, ce qu'elle m'abandonne de souffle humide. C'est ça, c'est ce que tu veux. Tais-toi, lui dis-je, les dents serrées. Nos lèvres se remêlent par un baiser qui ne finit plus. Douloureux à force d'être long, amer parce qu'après, il n'y aura rien. Un baiser qui nous laisse trop le temps de penser à autre chose. Enfin, le pas de Monsieur Vernet nous dérange. Proposition. Monsieur Vernet, Bichette, as-tu fait la commission à Henri? Madame Vernet, tiens, je n'y pensais même plus. Ils sont embarrassés et se passent la parole l'un à l'autre. Dis, toi. Dis plutôt toi. Madame Vernet, mais nous allons être indiscrets. Henri, je vous arrêterai à temps. Allez toujours. Madame Vernet, voilà, Marguerite désire prendre des leçons de natation. Et comme il n'y a pas de moniteur ici, eh bien nous avons pensé à vous. Pour lui en faire venir un. Madame Vernet pour le remplacer. Henri, pour être le professeur de nage de mademoiselle Marguerite. Madame Vernet, oui. Henri, tiens, Madame Vernet, voyez cela vous ennuie. Henri, pas du tout. Mais je me demande si je serai à la hauteur de mes fonctions, j'apporterai la bonne volonté nécessaire. Madame Vernet, Marguerite n'abusera pas de vos instants. Je me gratte
le menton. Et, dis-je, flanquant chacun de mes mots d'un point d'interrogation, vous ne trouvez pas que c'est un peu... Madame Vernet hoche la tête. Cela se fait, c'est reçu. Monsieur Vernet, mais quel mal y a-t-il? Il me rassure. Madame Vernet, le monde n'est pas méchant à ce point. Monsieur Vernet, mais je me moque du monde. Honteux de me montrer le plus immoral des trois, je m'écrie. Parfait, nous sommes chez nous, que ceux qui ne sont pas contents aillent le dire à Rome, conclut Monsieur Vernet, qui souvent me preste mes expressions à même la bouche. Madame Vernet, sera-t-elle heureuse, cette chère Marguerite? J'ai toujours regretté de ne pas savoir nager. Si j'étais plus jeune, vous auriez 2 élèves. Mais il est trop tard, n'est-ce pas, Victor? Monsieur Vernet, ce n'est pas que tu sois vieille, mais je t'accorde que cet exercice n'est plus de ton âge. Non que je le trouve inconvenant, mais c'est moins l'affaire d'une femme mariée que d'un homme comme moi, par exemple. Et mon cher ami, quand vous aurez 1 minute après la leçon de Marguerite, haut sur le dos seulement, le reste me connaît. Henri, entendu, cher monsieur Vernet, mes bras vous seront ouverts. Madame Vernet, je vous regarderai, moi. Monsieur Vernet, cela vaudra mieux. Qu'en pensez-vous, Henri? Oui, quoique, après tout, monsieur Vernet, je méprise autant que vous l'opinion des autres, mais il y a des bornes. Henri, vous avez raison. Déjà, comme professeur, je vante ce que j'enseigne. Il est des passerelles vermoulues. On peut tomber au milieu d'une rivière. Que faire? Monsieur Vernet, si quelqu'un se noie sous nos yeux, Henri, eh bien, il faut le laisser se noyer, monsieur Vernet. Mais n'allons pas si vite. Votre cœur vous emporte, ne tentez jamais la mort. Monsieur Vernet, oui, c'est vrai. Et quand commençons-nous? Demain, si vous voulez. Monsieur Vernet, c'est dit. J'appelle Marguerite pour lui annoncer la bonne nouvelle. À propos, est-il besoin de quelque appareil? Non, j'opère seul, sans outils, les manches relevées. Tout le monde peut voir, rien dans les mains, rien dans les pieds. N'achetez qu'une ceinture pour Marguerite, vous savez, une ceinture de gymnastique avec un anneau, une boucle, où je puisse mettre mon doigt. Les idées de mademoiselle Marguerite. Elle est singulière, elle ne fait pas de mots, elle n'a pas une théorie à elle sur l'homme, l'amour, le mariage. Elle se contente de jouer et si je pose, elle ne s'en aperçoit pas. Nous parlons de son couvent, des chères sœurs, de ses amis, et nous nous adressons des questions de géographie et d'histoire. Il m'est impossible d'obtenir une confidence graveleuse, dont elle me chatouillerait le creux de l'oreille comme avec une plume. Elle ne gâche rien, elle ignore, je tâche de connaître sa pensée de derrière les reins, car elle n'en a pas. C'est surprenant. Elle sort du couvent, elle n'est point corrompue jusqu'aux moelles. Elle a lu, sans les comprendre, les inscriptions des cabinets. Elle a passé entre les mignardises perverses de petites amies et les sensuelles chatteries des sœurs candides toutes fraîches. Et voilà ce qui me déroute. Je m'acharne à la confesser. Qu'est-ce que vous faisiez au couvent? Elle recommence avec volubilité. On se levait, on priait, on mangeait, on repriait, on faisait la classe, on cousait, on jouait et on se couchait. C'est tout? Oui? Êtes-vous drôle? Je regarde au fond de ses yeux penchés au bord de leur eau claire. Qu'est-ce que vous avez à me fixer ainsi comme ça? Vous voulez jouer à celui qui fera baisser les yeux de l'autre? Nous nous obstinons. J'ai mal aux prunelles. Elle veut avoir le dernier regard et j'ai affaire à une rouée vicieuse qui déjà connaît l'homme. Elle n'en a pas peur et j'ai du bleu au bras autant qu'une femme de lettres à ses mollets. Car nous luttons pour nous reposer de nos causeries instructives. Le combat s'engage par de petites tapes, vite lancées, aussitôt rendues. Les coups de poing suivent, puis l'empoignement. Elle me donne de la tête en plein estomac. Je mets la main sur mon cœur. J'aspire une bouffée d'air. Et je dis, fameux. Dans les entr'actes, nous faisons rouler nos biceps. Et on se reprend, front contre front, les poignets tenaillés, les jambes nouées. Si je la soulève comme un plomb,
elle mord. Ah, dis-je, m'asseyant par terre, quand vous aurez un mari, ça tapera dur. J'en veux un fort, dit-elle. Fort et gros, un percheron. De quelle couleur? Brun, naturellement. Non, plutôt noir, avec de la barbe. Vous n'aimez pas les rouges? On dit qu'ils sentent mauvais. Merci. De rien. Encore une partie, voulez-vous? Encore une, dis-je, résigné. Et pareil à des béliers furieux qui cossent, nous nous chassons d'un bout du jardin à l'autre, frappant du pied le sable qui crie, poussant des clameurs, grinçant des dents sauvages. Monsieur et Madame Vernet font des paris. Celle-ci intervient. Madame Vernet, tu assommes Monsieur Henri. Henri, mais laissez-la. Madame Vernet, jouez donc, enfant que vous êtes, jouez à perdre haleine. À vigoureux coups de genoux, Marguerite me fait faire le tour du jardin. Je me crois au cirque. Je baisse et redresse brusquement ma tête de cheval savant. Et je mets les deux pieds sur les plates-bandes. Ensuite, il faut rester à la corde, exécuter des doubles, fournir du vinaigre. Enfin, Marguerite se rend et se couche sur le ventre, dans l'herbe, le souffle haletant, et bat la mesure du bout de ses bottines, à petits coups de plus en plus espacés, jusqu'à ce que le pied retombe pour ne plus se relever. Sa lourde natte de cheveux s'immobilise comme un reptile qui digère et qui s'endort. Monsieur Vernet, quelle gamine! Madame Vernet, ô jeunesse! Henri, forte fille. Monsieur Vernet est rieuse. Madame Vernet est pas méchante. Henri est bonne. Monsieur Vernet est aimante. Nous défilons le chapelet aux perles blanches. Monsieur Vernet, toutefois, je ne la crois pas des plus intelligentes. Henri. Et ne trouvez-vous pas, vous, Madame Vernet, qui la peignez, qu'elle a dans ses cheveux une odeur? Madame Vernet, elle est trop grasse. Hier soir, je suis entrée dans sa chambre. La petite dormait, les poings fermés, la bouche en ballon. J'ai relevé le drap. Elle a au ventre et aux cuisses des plis de chair qui font peur. Henri, à son âge, quel malheur! Madame Vernet, elle deviendra grosse. Monsieur Vernet, énorme. Henri, difforme. Nous défilons le chapelet au grain noir. Première séance. Aujourd'hui, premier tripotage de Mademoiselle Marguerite, jeune fille de bonne famille, par Monsieur Henri, homme de lettres. Des deux, c'est moi, le moins hardi. Madame Vernet, il faut que ce soit vous pour qu'on vous confie un tel lys. Par quel bout vais-je la prendre? La petite plage a son aspect accoutumé. Le physique sur son pliant se tourne mélancolique et pâle vers le soleil, et déjà les villards se font des gracieusetés dans l'eau. Au pied des cabines, c'est un campement de messieurs qui se sèchent ou de dames qui travaillent, et après chaque point de tapisserie regardent le ciel. Mais un mouvement d'attention se produit et il va se passer quelque chose. « Êtes-vous prête ?» dit Henri. « Voilà, voilà, Marguerite. » Sa ceinture de gymnastique lui serre les reins. Elle saute hors de sa cabine en faisant piaf, me donne un bout de doigt que je saisis au vol comme un écuyer, et nous nous élançons vers la mer. Tiens, tiens, quel étonnement! Nous aimantons les regards, Marguerite jette à l'eau froide quelques ruades qui font valoir sa jeune croupe, et frappe en plein dans la surprise de tous. Du calme, lui dis-je, s'il vous plaît. Mais elle me tire, m'entraîne, m'éclabousse. Je suffoque, car j'ai l'habitude, au bain, de craindre l'eau comme le feu, de prendre mes précautions avec la vague, de me livrer à elle, portion par portion. Je m'y assieds ainsi que dans un fauteuil, en me relevant 2 ou 3 fois, comme si je l'essayais. Quand j'ai de l'eau au ventre, je m'arrête. C'est le passage difficile. J'imite, dans la bouche, le bruit d'un pot qui bout. Il me semble qu'on me coupe avec un fil à beurre glacé, ou que je change de chemise dans la rue au mois de décembre, les bras levés, que j'enfile des manches de neige. D'un coup, Marguerite a changé ma méthode. Nous barbotons et je me cramponne à elle
pour la soutenir. « N'ayez pas peur, lui dis-je. Elle n'a pas besoin d'être rassurée et battant. » L'air à bout de bras, elle fait un tapage de phoque en récréation. « Mademoiselle, attendez. » Docile enfin, elle me tourne le dos. Je passe un doigt sous la boucle de sa ceinture et je promène mon élève sur le flot et je lui donne des explications. Lever le menton, creuser les reins, les pieds d'accord, doucement, les mains. Elle fait ce qu'elle peut, elle se dépêche, avale de l'eau salée, crache et me déséquilibre à coups de talons dans les jambes. Le pfitsic a approché son pliant près du bord. Je pense qu'on rit sur la plage, de moi surtout, de ma maladresse de professeur. J'ai envie de laisser Marguerite couler au fond et d'aller nager au loin. Malgré mes explications et sa bonne volonté, elle exécute les mouvements de travers. Je lui donne des claques sur les mollets, ses épaules, sur tout ce qui ressort. « Mademoiselle, ne vous mettez donc pas en chien de fusil. » Tantôt elle se dresse et prend pied, tantôt sa tête retombe et je la lui soutiens au creux de ma main sous son menton. Elle tourne dans sa ceinture trop large. Ça ne va pas du tout. Je voudrais être à 100 pieds sous mer. J'ai contracté un engagement qu'il me faudra tenir. Cette nuit, sur mon lit, je préparerai mon cours, je ferai avancer et reculer ma couverture de voyage, rouler dans sa courroie. Mademoiselle, vous vous fatiguez. Assez pour cette fois. Allez-vous-en. À mon tour, me crie monsieur Vernet, qui attendait assis sur les galets. Ah, mais non, demain, un autre jour. Je fais le sourd, m'étire, je m'éloigne du côté du large, je coupe la lame rageusement, avec un grand bruit dans les oreilles, pareil à un éclat de rire. Cours complet. La leçon de Marguerite est le spectacle du matin. Les baigneurs ne manquent pas d'y assister. Ils jugent, déposent, je ne suis point mécontent. Marguerite progresse, il faudrait être de mauvaise foi pour contester, et je connais mieux mon affaire. Mes études dans ma mansarde, mes exercices de cabinet donnent un excellent résultat, et je possède mes moyens. Afin de me consacrer à l'instruction de Marguerite, j'ai écarté M. Vernet en le soutenant mal, en lui faisant boire une gorgée d'eau, en lui montrant par un tremblement factice de tout mon corps qu'il était de trop et que s'il s'obstinait, je mourrais à la peine. Au contraire, j'ai dit à Marguerite, « Je veux vous soigner et faire quelque chose de vous. » « Oh, dit-elle, apprenez-moi à bien nager. » Je n'éprouve plus à la manier la gêne du premier jour. Mes parents vont, viennent, libres, moins de paroles, des exemples. Je ne dis pas « faites marcher les jambes », mais d'une main, la tenant par la boucle, de l'autre, je prends un de ses pieds, je l'amène jusqu'à la cuisse et le renvoie avec vigueur. Je le lâche lorsque c'est exécuté d'une manière satisfaisante et je dirige l'autre jambe. Je surveille aussi, avec une attention continue, le jeu des bras. J'ai remarqué qu'à l'aider par le menton, j'affectais douloureusement les muscles de son cou. Ce sera désormais sous la poitrine même que je plaquerai ma main solide. « Appuyez-vous ferme, lui dis-je. » Et elle s'appuie, confiante, écrase, entre mes doigts, ses seins délicats. Après l'exercice sur le ventre, l'exercice sur le dos, c'est notre succès. En quelques séances, nous sommes parvenus à nous étonner. Bomber la poitrine. Je n'ai plus le ton rouge, la mine ennuyée. Mes paroles se sont adoucies. On ne prend pas les jeunes filles avec du vinaigre. Une main sous ses hanches, l'autre sous ses épaules. Je l'installe commodément sur la vague. Vous me tenez, au moins ? Ce sera donc la fin pour cet épisode, c'est l'heure de se quitter, mais on va se retrouver très vite pour de nouvelles aventures littéraires. D'ici là, n'oubliez pas de taper #VBN pour réagir dès à présent à l'émission. Quant à moi, je vous embrasse, portez-vous bien, restez avec nous sur D8. Très belle nuit à toutes et à tous.